Il a dit qu'il était vraiment arrogant, mais qu'il n'était pas du tout très intelligent. Une écrivaine découvre que son ami du bar, qui se plaignait de son assistante d'enseignement agaçante, supervisait en fait Brian Koberger, désormais condamné pour avoir commis 4 meurtres. Je résume ce que le professeur John Snyder a dit sur son expérience avec Koberger auprès de Brad et Alexis Pierce. Bienvenue sur Law and Crime. Je suis Angelette Levy. Brian Koberger n'a pu déménager à Pullman, Washington, depuis la Pennsylvanie en 2022 pour son doctorat en criminologie que grâce au financement de l'Université de l'État de Washington. Koberger a obtenu ce financement en partie grâce à son poste d'assistant d'enseignement pour un professeur du département. Ce professeur, John Snyder, avocat de la défense expérimentée, enseigne la criminologie à l'Université de l'État de Washington depuis de nombreuses années. Le passage de Becca à l'Université de l'État de Washington a semé le chaos dans le département de criminologie. Durant cette période, Becca a tué Maddie Mogan, Kaylee Gonsalves, Ethan Chapin et Xana Cornodel dans la maison de King Road à Moscou. Des plaintes accusent Koberger de harcèlement sexuel envers des étudiantes à l'Université de l'État de Washington. Et il y a également eu des plaintes selon lesquelles il notait les étudiantes plus sévèrement que les étudiants. Et qu'une professeure craignait en fait qu'il traque des femmes et qu'il puisse un jour devenir un prédateur. Tout cela provient des rapports de la police de l'État de l'Idaho documentant des entretiens avec des professeurs et des étudiants. John Snyder a aussi parlé aux détectives de la police de l'État de l'Idaho. Snyder a dit aux détectives qu'il n'avait pas remarqué de partialité dans la notation de Koberger et qu'un étudiant s'en était plaint. Snyder a aussi dit aux détectives qu'il ignorait si Koberger voulait lui plaire ou vraiment contrôler son temps en venant le voir le vendredi soir pour parler de choses insensées. Snyder a indiqué aux détectives que cela se produisait régulièrement les vendredis et qu'il peinait également à faire exécuter à Koberger ses tâches d'assistant pédagogique. Le nom de Snyder est masqué dans ses rapports, mais il est clair que c'est lui. Il a aussi confié aux détectives avoir brièvement pensé, après les homicides de King Road, que Koberger aurait pu être l'auteur, mais il n'est pas allé plus loin. Snyder a également dit aux détectives qu'il pensait que Koberger fixait les gens du regard pour montrer sa domination et qu'une étudiante s'en était plainte. Snyder n'a pas parlé publiquement de Brian Koberger jusqu'à présent. Il a accordé une interview à une amie à lui du bar local, le Palouse Caboose. Elle a été publiée dans le New York Post. Brad Pierce traîne au bar à Palouse, Washington, où sa femme Alexis est barmaid. J'ai parlé avec Brad et Alexis de leur conversation avec John Snyder au cours des 2 dernières années, de l'article de Brad et de la façon dont il est reçu. Ça a vraiment été très positif. C'est le plus grand endroit où j'ai vraiment publié quelque chose. Et j'écris souvent sur des questions de politique étrangère ou des sujets politiques assez pointus. Donc c'était quelque chose qui avait un intérêt plus large, surtout pour les gens de la petite ville où nous vivons. Donc j'ai reçu beaucoup de retours très positifs, à la fois de la part des gens d'ici, des éditeurs que je connais, d'internautes en général, et les commentaires et réactions sur les réseaux sociaux ainsi que sur la page du New York Post étaient globalement assez positifs. Bien sûr, dans ce genre de situation, il y a toujours des gens qui font des commentaires stupides au hasard. Alors, revenons un peu en arrière. Retournons au semestre d'automne de 2022. Alexis, tu travailles au wagon-restaurant et John Snyder, le professeur John Snyder. C'est un habitué, n'est-ce pas? Oui, c'est probablement l'un de nos habitués préférés. Tu sais, si tu passes beaucoup de temps dans le même bar, tu finis par avoir une sorte de petite famille de bars. Donc, je pouvais toujours deviner s'il passait une bonne journée ou une mauvaise journée ou s'il avait envie d'une bière spéciale. Je dis ça quand il prend mieux qu'une Coors Light. Et il avait l'air de plus en plus épuisé au fil du semestre. Quand a-t-il commencé à parler de cette assistante enseignante qui lui posait des problèmes? Je ne me souviens pas exactement quand il en a parlé. Vous savez, on est un peu occupé, on discute un peu des plaintes habituelles du travail. C'était sûrement, je sais-tu, plutôt vers la fin. Il en avait vraiment marre. Lors de mon entretien, il m'a confié qu'à la mi-semestre, il avait quasiment perdu tout espoir d'obtenir un emploi ou quoi que ce soit de positif de Koberger. Oui, je ne me souviens pas exactement quand les plaintes ont commencé, mais il m'a dit que c'était très tôt. Il a compris que ce type poserait problème.
Et Brad, tu vas rendre visite à Alexis au travail. Et c'est un peu comme ça que toute cette histoire commence. Tu traînes au wagon pour rendre visite à ta femme. Et John Snyder est quelqu'un qui arrive. Et tu es assise là au bar et tu lui parles. Et qu'est-ce qu'il commence à te dire à propos de ce type? Je veux dire, tu traînes juste là à discuter et les gens râlent sur le boulot. C'est ce que font les gens au bar. Qu'est-ce qu'il t'a dit qui t'a marqué ou tu t'es dit « Oh là là, ça craint ». Tu sais, ce n'est rien de vraiment précis. Hein, tu sais, c'est tellement normal au bar de parler des problèmes de boulot quand tu es là après le travail. C'est comme la blague de George Carlin. Tout le monde déteste son boulot et le bar sert de groupe de soutien. Donc ce n'était rien de très spécifique. C'était vraiment juste répéter qu'il ne l'aimait pas, qu'il était difficile de s'entendre avec lui, que les étudiants ne l'aimaient pas, qu'il recevait des plaintes des étudiants, qu'il ne faisait pas du bon travail, vraiment tout ce qui fait un mauvais employé, en gros. Et est-ce que c'est quelque chose dont tu l'avais déjà entendu se plaindre auparavant? Je veux dire, tout le monde a des reproches à faire sur son travail. Il y a toujours de petites choses qui t'ennuient, mais on apprend beaucoup de détails maintenant que ces rapports de police sont sortis. Après les meurtres, quand ils découvrent que Brian Koberger est le suspect, ils vont à Washington State University et ils interrogent les étudiants et le corps enseignant. Et mon Dieu, ce type a été accusé de harcèlement sexuel. Il y avait énormément de plaintes. Je veux dire, il causait de gros problèmes dans ce département. Selon Jean, beaucoup de ceux qui parlent aux médias ne le connaissaient pas vraiment ou ne travaillaient pas dans la classe. Ils cherchent juste l'attention. Il est donc difficile d'évaluer la crédibilité de tout cela. Évidemment, il ne surveillait pas toutes les interactions de ce type. Certaines personnes importantes, dont je n'ai pas les noms et je ne devrais pas les citer même si je les connaissais. Mais il a dit qu'il sait qu'ils n'étaient pas là lors des différentes situations qu'ils décrivent, donc au mieux ils les ont entendues de seconde main. Quoi qu'il en soit, il a laissé une mauvaise impression à presque tous ceux qu'il a rencontrés, et cela fait l'unanimité. Avançons rapidement jusqu'à la fin décembre. C'était vraiment la toute fin décembre, début janvier 2023. À quel moment John Snyder arrive-t-il et vous annonce-t-il que Brian Koberger est l'assistant enseignant qui lui a causé tous ces problèmes pendant tout le semestre? Dans le bar où je travaille, nous fermons souvent un peu, surtout les jours fériés. Et je crois que cette année-là, nous avions décidé de fermer entre Noël et le Nouvel An. Et je crois qu'il a été arrêté le 26. Le 30? Le 30, d'accord. On traversait une période creuse alors. Donc c'était le premier jour où le bar avait rouvert. Et oui, c'est là qu'il est entré. Je remarque toujours quand il passe une mauvaise journée et là, il semblait pire que jamais. Et il m'a juste un peu fixé. Il y avait un journal posé sur le bar et il l'a simplement pris et je me suis dit, c'était lui. Parce que oui, j'avais déjà compris et ça devait être le gars de Jean, tu sais, l'assistant de Jean. Donc, Brad, tu avais tout compris en te basant sur ce que tu avais entendu aux infos. Ça devait être l'assistant de Jean. Ouais, enfin, j'ai supposé que ça ne pouvait être qu'une seule personne quand ils ont dit ça. J'ai mis du temps, mais c'était bien mon hypothèse qui s'est avérée juste. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit quand il entre dans le bar et qu'il brandit le journal? Je veux dire, qu'est-ce qu'il commence à vous dire si jamais, à propos de « Oh mon Dieu, ce tueur de masse, ce quadruple meurtrier, c'est mon assistant d'enseignement », de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qu'il dit? Il était surtout horrifié pendant probablement les 2 premières semaines environ. Il lui a fallu beaucoup de temps pour assimiler tout ça. Je veux dire, pour plusieurs raisons. Et il avait l'air de porter une sorte de culpabilité, je pense, rien que par le fait de le connaître et d'être associé à lui. Et c'était vraiment difficile pour lui. Il est allé parler à la police immédiatement avec toute l'aide qu'il pensait pouvoir apporter. Il a essayé de limiter ses commentaires au minimum parce que, en tant qu'avocat, il sait ce qu'il doit ou ne doit pas dire pendant une enquête en cours. Alors, on a juste essayé de lui remonter un peu le moral et d'être là pour lui. Brad, comment s'est passée ton interaction à ce sujet? Oui, c'était assez clair qu'il ne voulait pas en parler, mais c'était surtout lui qui disait qu'il avait été un CN tout le temps.
Et puis, oui, tu sais, ils ont imposé une ordonnance de silence très rapidement, ce que j'ai appris plus tard qu'ils n'étaient en fait pas sous le coup jusqu'à la toute fin parce qu'ils n'avaient pas été appelés comme témoins avant environ 2 mois avant que l'accord de plaidoyer ne soit conclu. Mais quoi qu'il en soit, il jouait clairement ses cartes très près de sa poitrine. Donc je n'ai vraiment pas insisté avant l'accord de plaidoyer quand j'ai commencé à le convaincre de me laisser faire une interview. 2 mois avant l'annonce de l'accord de plaidoyer, John Snyder a été informé par les procureurs qu'il avait probablement été assigné à comparaître. On lui a dit « Nous pourrions avoir besoin de votre témoignage ». En fait, c'est la défense qui l'a assigné à comparaître, et il dit qu'il suppose que c'est en tant que témoin pour la sentence, et ils ne sont pas obligés de vous dire pourquoi. Oui, c'est la défense qui l'a assigné à comparaître. Intéressant. C'est intéressant pour moi parce que John Snyder, d'après tout ce que j'ai lu dans les rapports de police, n'a pas eu d'interaction positive ni une expérience positive avec Bryan Kohberger. Oui, lui aussi, je ne savais pas qu'il pouvait être violent avant que cela n'arrive. Vous savez, il a aussi un faible opinion de la capacité de Bryan à rester en sécurité et en vie en prison. Je ne sais vraiment pas. Il a expliqué avoir mené environ 10 heures d'entretien sur ce sujet, ce qui, pour un avocat, reste peu pour une telle affaire entre la police et les deux parties. Donc, pour une raison ou une autre, c'est la défense qui a décidé de le citer à comparaître, même s'il ne savait rien. Quelle a été la réaction de John lorsque Bryan Kohberger a plaidé coupable? Il était soulagé. Je veux dire, on est dans une région où il y a beaucoup de blagues sur le peloton d'exécution. Mais aussi, encore une fois, en tant qu'avocate de la défense, il comprend aussi ce qu'un procès complet et des appels signifieraient pour les familles des victimes et toutes les autres personnes concernées. Donc, tu sais, c'est mitigé, mais je pense qu'il était soulagé qu'au moins un chapitre soit terminé dans toute cette situation. Comment as-tu convaincu Brad de faire une interview avec toi? Tu sais, il y a eu des spéculations à son sujet sur Internet et il avait échangé quelques emails avec un journaliste du New York Times, mais je pense qu'il était globalement prêt à raconter son histoire, même s'il ne voulait pas le faire simplement parce que son nom avait été mentionné autant de fois dans l'affaire. Comme il me connaissait et savait que cela m'aiderait dans ma carrière, il n'a pas eu besoin d'être beaucoup poussé. Je l'ai convaincu facilement. Intéressant. Alors, combien de temps cela a-t-il pris et comment cela s'est-il déroulé? Eh bien, je veux dire, j'ai vraiment organisé ça de la manière la plus traditionnelle possible. Je l'ai vu au bar et lui ai proposé de revenir un autre jour. Et donc, oui, l'entretien n'a eu lieu seulement quelques jours après qu'on l'ait organisé. Je l'ai interviewé pendant 2 heures pour écrire l'article qui a fini par faire 1500 mots. C'est généralement mon style d'écriture. Pour une interview, un livre ou autre, je recueille beaucoup d'informations puis je les distille au mieux. Et ensuite, à partir de là, il a fallu quelques semaines pour le faire publier. En réalité, mon éditeur était en congé maladie peu après que j'ai terminé cela. Quoi qu'il en soit, nous l'avons publié dès son retour et sa disponibilité car elle était très enthousiaste à propos de l'article. J'en suis sûre. Alors, parlez-moi de ce que John Snyder pensait exactement qui faisait que Bryan Kohberger correspondait aux mots qu'il a utilisés pour le décrire. Il a dit qu'il était vraiment arrogant, mais qu'il n'était pas du tout très intelligent. Vous savez, on voit d'autres professeurs faire des déclarations du genre « Ah, il est tellement intelligent, il faudrait lui donner un doctorat en 4 ans s'il reste ici », ce qui est absurde parce qu'il avait déjà été exclu du programme d'assistant d'enseignement au moment de son arrestation, vous savez. Mais oui, je veux dire, il pensait essentiellement qu'il était vraiment arrogant malgré son manque d'intelligence et qu'il était vraiment désespéré d'attirer l'attention et de trouver des moyens de contrôler les gens. Et il essayait probablement, tu sais, de coucher avec les femmes et qu'il avait beaucoup de mal à susciter leur intérêt pour lui. Tu sais, c'était un peu la combinaison de traits qui, selon lui, le rendait si mauvais dans son travail, à la fois comme étudiant et comme assistant enseignant. Parce qu'il n'était pas utile en classe, que ce soit pour corriger des copies, rédiger des tests ou quoi que ce soit de ce genre. Il n'était pas non plus réceptif à l'apprentissage concernant l'aspect du travail de chien qui est censé lui apprendre à devenir professeur, tu sais.
est-ce que Gene avait l'impression, et je ne sais pas si tu lui as demandé, mais est-ce qu'il pensait que peut-être Brian Koberger utilisait toute cette histoire de criminologie comme couverture pour commettre des crimes de... Tu sais, j'ai un peu dit ça dans l'article du Post parce que c'est ce que j'ai retenu de l'entretien et de la situation dans son ensemble. Il ne l'a pas vraiment dit directement, mais pour moi, ça paraît assez évident qu'il utilisait l'étude de la criminologie pour devenir un meilleur criminel, pas pour aider qui que ce soit à résoudre des crimes ou à les prévenir ou quoi que ce soit. Parce que je me demande juste s'il ressentait ça et je dis ça parce qu'il est devenu obsédé par les tueurs en série et toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas qu'il en est obsédé parce que c'est ce qu'il veut devenir. C'est plutôt tout ce truc de « je veux être professeur ». Tout ça, c'est du pipeau, tu sais. En fait, j'ai posé la question, j'ai demandé s'il avait déjà été dans une situation où il pensait qu'un étudiant s'intéressait trop aux tueurs en série, au point de croire que c'était quelque chose qu'il voulait faire et non pas quelque chose qu'il voulait comprendre pour le bien commun ou autre. Il a dit qu'on ne connaît pas beaucoup d'étudiants à cause de leur nombre, mais qu'en master, on en connaît généralement plus. Mais que ça ne lui avait jamais vraiment traversé l'esprit avec aucun autre étudiant et pas non plus avec Koberger. Il pensait surtout qu'il avait une opinion exagérée de lui-même. Vous savez, John Snyder était avocat de la défense avant d'être professeur. Donc, il a côtoyé des criminels toute sa carrière. Est-ce qu'il a eu l'impression, avec le recul, d'avoir remarqué quelque chose chez Koberger qui lui aurait fait penser que ce type-là, il n'étudiait pas vraiment la criminologie? C'est quelqu'un qui a une mentalité criminelle. Vous savez, c'est un criminel. Ouais, enfin, il n'était pas vraiment présent en cours et il le voyait surtout quand Koberger venait l'embêter après le travail ou des choses comme ça. Il a dit que son expérience d'avocat de la défense ne l'a pas vraiment rendu meilleur pour repérer le mal, car il n'a traité que quelques homicides durant cette période. Il rencontrait parfois des gens très mauvais, mais ce comté compte environ la moitié de personnes liées à l'université. Donc, en tant qu'avocat de la défense, avocat commis d'office, surtout quand on ne traite qu'avec des gens qui n'ont pas leurs propres ressources, ce sont principalement de jeunes personnes qui ont fait une bêtise ou des gens qui conduisent sans permis à plusieurs reprises ou simplement divers types d'erreurs ou de délits liés à l'immaturité ou à la pauvreté, contrairement, vous savez, à des personnes qui sont vraiment des criminels endurcis, intrinsèquement violents ou autre chose du genre. Donc, il a simplement dit que rien dans cette carrière ne l'avait vraiment préparé à reconnaître quelqu'un d'extraordinairement malfaisant. C'est ça. Comment c'était quand ces meurtres ont eu lieu pour la première fois? Je veux dire, tu es à Pullman, donc c'est à environ 15 minutes en voiture de Moscou. Je veux dire, est-ce qu'il y avait de la peur à Pullman après que ces meurtres aient eu lieu? Clarifions. Nous vivons à Palut, à environ 15 miles au nord de Pullman et Moscou. Klein Pullman n'est en fait qu'à 8 miles de Moscou. C'est l'une des choses que Howard Bloom a mal indiquées dans ce livre. Bref, ces campus ne sont séparés que d'environ 8 minutes. Donc c'est comme si ça s'était passé à Pullman en fait. Vous savez, ils examinaient d'autres crimes à Pullman qui pourraient être liés et tout le reste, mais franchement, c'était fou. Par exemple, je fais mes courses à Moscou parce que tout est moins cher. Et j'étais à Moscou en train de faire mes courses entre le moment où ces meurtres ont été commis et le moment où ils ont été signalés, en train de faire mes achats. Je rentre chez moi et j'entends qu'il y a eu un appel pour une personne inconsciente, mais ils ont trouvé 4 morts. Tout cela, tu sais, a commencé à susciter des spéculations folles du genre « Oh, peut-être qu'ils sont tous morts à cause du fentanyl ». Mais les overdoses de fentanyl ne fonctionnent pas ainsi. Les 4 personnes ne seraient pas toutes mortes sans qu'aucune puisse appeler la police. Tu sais, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les gens spéculaient follement en disant que c'était un meurtre lié à la drogue ou autre. Et tu sais, pour être juste, nous, tu vois, ça ressemblait à une fuite de gaz ou quelque chose comme ça quand ils disent « Oh, il y a un appel pour quelqu'un inconscient et 4 corps ont été retrouvés là-bas ». Et donc c'était tout simplement choquant qu'il y ait eu un homicide comme ça. Le dernier homicide à Moscou datait d'environ 5 ans, causé par un homme ayant tiré dans le bureau de son propriétaire. Ce n'était pas du tout un mystère à résoudre.
Donc oui, je veux dire, il y avait beaucoup de peur. Tu sais, on a commencé à fermer nos portes à clé dans une ville où personne ne fait jamais ça. Tu sais, tout le monde dormait avec une arme près du lit, ce qui honnêtement n'est pas si rare dans le nord de l'Idaho. Mais tu sais, tout le monde était très alarmé. Et tu sais, la communication de la police était vraiment terrible parce qu'ils disaient « Oh, nous n'avons aucune raison de croire qu'il y a un danger pour le public. » On sait maintenant qu'ils n'avaient aucune base. Plus tard, il disait « Ce type qui a commis un homicide de quarterback est en cavale. Donc oui, nous devons supposer que cette personne représente un danger pour le public. » Donc oui, c'était vraiment effrayant pour tout le monde, d'une manière à laquelle nous ne sommes pas habitués ici. Il faut se rappeler que même dans des villes à fort taux d'homicides comme Baltimore ou Saint-Louis, on pense souvent que cela concerne des quartiers pauvres, des meurtres liés à la drogue ou des victimes impliquées dans des actes répréhensibles. Peu importe où vous êtes en Amérique, le fait que de gentils étudiants qui font tout correctement ou peu importe soient assassinés chez eux choquerait n'importe quelle ville aux États-Unis. Oh, absolument. Peu importe la taille de la ville dans laquelle vous seriez. Ce serait choquant. Je pense que c'est encore plus choquant à cause de la façon dont Moscou semblait sûr. Oui, c'est habituellement une zone très sûre. La plupart des gens ici ont étudié à l'Université de l'Idaho ou à l'Université d'État de Washington. Donc c'était effrayant. Et aussi, c'était très triste. Vous savez, nous avons tous été... Vous savez, beaucoup d'entre nous ont été à l'université et vous savez, connaissaient ces amitiés qu'on y crée. C'était vraiment déchirant. Eh bien, Brad, y a-t-il autre chose que tu aimerais ajouter à propos de ton entretien avec John ou à propos de la façon dont Alexis, tu sais, de la façon dont cela a eu un impact sur la communauté ou de ce que John a dit? Je veux dire, c'est l'un des pires. J'ai couvert de nombreuses affaires horribles, mais celle-ci est la pire. Je voudrais encore une fois remercier John d'avoir accepté l'entretien et remercier le New York Post pour la façon dont ils ont été formidables à travailler avec nous pour diffuser cela. Je pense que c'était une bonne occasion de mettre en valeur notre communauté, de montrer qu'il est vraiment une très bonne personne qui a été négativement affectée par cela et de montrer que, je ne sais pas, nous sommes tous encore là, forts, et qu'il y a plus que ce seul crime, même si, bien sûr, cela attire encore plus l'attention sur ce crime. Donc, je veux dire, je suppose que c'est la principale chose que je dirais à ce sujet. Oui, je suis juste contente que Jean ait enfin pu dire ce qu'il avait à dire. C'est vraiment un homme très gentil et merveilleux. Et tu sais, avec les détectives d'Internet et tout ça, des choses bizarres peuvent circuler. Je pense que beaucoup plus de gens ont vu ce que je vois. Merci beaucoup, Brad et Alexis Pierce, d'avoir parlé avec moi. Je vous suis reconnaissante. Oui, merci de nous avoir invités. Et c'est tout pour cet épisode de Law and Crime. Je suis Angelette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.